Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine au programme showroomprivé.com, le spécialiste de la vente événementielle, le numéro 2 en France. Thierry Petit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc le cofondateur et le co-CEO de Showroom Privé qui fête cette année ses 8 ans. Un petit bilan, on va dire, et puis quelles sont vos projections pour l'année qui se termine ? Alors un petit bilan, après 8 ans, effectivement, on a su construire un groupe qui compte parmi les acteurs de référence en Europe sur l'univers de la mode et sur l'univers du e-commerce. On l'a construit principalement à travers différents leviers, mais le premier, c'est d'avoir une offre focalisée sur l'univers de la femme. Le deuxième levier, qui est un développement très fort à l'international, on en reparlera. Et puis, ces dernières années, on a vu l'émergence du mobile qui nous a permis de grandir encore plus. Donc en quelques chiffres, c'est un chiffre d'affaires cette année, des revenus d'environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 40%. Et c'est environ 18 millions de membres en Europe. Alors vous avez mentionné quelques sujets qui nous intéressent, ces fameux leviers de croissance. Le premier, le mobile, quelle évolution dans les années à venir? Alors justement, vous disiez que 50% du trafic tout d'abord sur le mobile et puis c'est presque la moitié du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un chiffre qui est amené finalement à grandir ou est-ce qu'on atteint un plateau? Alors le mobile, chez nous, ça a été un vrai tsunami. On y a cru très tôt puisqu'on a investi il y a presque 3 ans et demi déjà dans la mobilité en développant toutes les apps possibles qui puissent exister sur tous les devices et dans tous les pays, ce qui crée par ailleurs beaucoup de complexité. Mais pour permettre aux consommateurs une expérience de consommation unique et différente par téléphone ou par tablette. Ce qui fait qu'on a effectivement maintenant des taux de pénétration extrêmement forts, parce qu'on va presque dépasser les 50% de chiffre d'affaires normalement si tout se passe bien d'ici la fin de l'année sur mobile. Alors c'est effectivement très lié à notre business model, puisque notre baseline c'est il est urgent de se faire plaisir, donc on comprend l'urgence et cette manière d'être toujours connecté, et le plaisir parce que la mobilité crée effectivement des univers de consommation différents. C'est ce qu'on a observé. Ensuite, nous, l'accessibilité que l'on propose à notre consommatrice en n'étant pas cher, en offrant des services de livraison rapide, on le trouve aussi dans la mobilité, puisqu'on lui propose un service tout le temps disponible et à n'importe quel moment et de partout. Est-ce que le mode de consommation est le même et notamment le panier moyen? Est-ce qu'une consommatrice dépense la même chose sur le site que sur le mobile? Alors, il y a des petites différences de panier moyen, mais ce n'est pas forcément très révélateur. Par contre, le mode de consommation est différent. On voit notamment l'usage des tablettes beaucoup plus tard en soirée. Avant, très tard en soirée, où les tablettes existent et où le téléphone existe et soit vraiment utile à l'achat, finalement, on observait une décroissance après 20 heures du chiffre d'affaires. Là, ça tient jusqu'à très tard. C'est les vraies différences. Alors après, ce qu'on observe aussi, mais de façon très pragmatique, plus personne ne regarde la télé les mains vides. Donc, on a toujours un téléphone ou une tablette dans les mains et on fait autre chose. Donc, c'est le fameux phénomène du second écran. Là, on observe aussi des mécaniques différentes. Pareil, à l'inverse, le matin, effectivement, avec une tablette, c'est beaucoup plus simple d'accéder aux services plus rapidement et ça crée aussi des usages qui sont complètement différents tout au long de la journée avec du cross-device, c'est-à-dire que les utilisateurs les plus fidèles à Showroom Privé commencent par le téléphone, peuvent aller sur l'internet dans la journée, peuvent finir sur la tablette le soir. Donc à nous de proposer des expériences suffisamment enrichissantes et complémentaires pour accompagner notre consommatrice dans son quotidien. Alors parmi les nouveaux modes de consommation et notamment les nouveaux modes de paiement, vous êtes l'un des premiers sites français à avoir implémenté le Bitcoin, cette fameuse monnaie virtuelle. On a l'impression que c'est peut-être un coup de com' parce que ce mode de paiement est finalement tellement anecdotique, tellement embryonnaire qu'on a l'impression que ça ne changera pas grand-chose pour vous finalement. Alors, nous sommes le premier, d'ailleurs, nous ne sommes pas l'un des premiers, nous sommes le premier site français et européen de cette taille à implémenter le Bitcoin. Nous, on est très pragmatique. On s'est construit beaucoup dans l'innovation. En tant que challenger, on se doit d'innover et de créer toujours des ruptures. Pour nous, le Bitcoin est quelque chose d'innovant parce qu'il apporte d'autres choses, notamment des systèmes plus rapides. Et ça participe un peu à ce qu'on appelle l'économie collaborative. La monnaie n'étant pas encore dans cet univers-là, il me semble assez pertinent d'essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va révolutionner notre métier, mais j'observe qu'aux États-Unis, de plus en plus de gros sites implémentent cette méthode. Donc des acteurs comme Overstock, comme Dell, comme Expedia ou comme PayPal sont en train d'expérimenter et d'implémenter la technologie Bitcoin. Donc, j'ai pas vraiment envie d'être à la traîne et j'ai envie de préempter ces secteurs-là comme vraiment un terrain d'innovation. Donc, on l'a implémenté pour apprendre. Et force est de constater que c'est assez intéressant parce qu'on a quand même de nombreuses transactions et ça nous a permis d'aller chercher des consommateurs qui naturellement ne seraient pas venus chez nous car assez différents de notre cible initiale effectivement. Alors jusqu'à présent, c'est un système qui est très récent, qui a 2 semaines. À votre avis, dans peut-être les 6, 12, 18 ou 24 mois à venir, quelle part du chiffre d'affaires cela pourrait représenter ?
Ça ne va pas révolutionner notre métier. Maintenant, si ça permet d'atteindre entre 5 et 10% du chiffre d'affaires à horizon 3 ou 5 ans, bah, on pourra considérer que c'est déjà gagné. On change de sujet maintenant, on revient sur l'international. Vous êtes présent donc, dans 8 pays en Europe. Quelles sont les zones qui vous intéressent? Alors, est-ce que vous comptez justement du coup vous attaquer à de nouvelles zones géographiques ou au contraire à renforcer vos positions en Europe? Alors nous, l'Europe était intéressant dans notre développement pour 2 raisons, pour les marques et pour les consommateurs. Encore une fois, notre service permet de mettre en relation des marques qui ont des invendus avec des consommateurs qui cherchent à faire une bonne affaire. Il nous faut des marques pour avoir les consommateurs et pour les consommateurs, il nous faut des marques. Donc c'est vicieux ou vertueux, ça dépend dans quel sens on le prend. Donc d'un point de vue marque, l'Europe et notamment l'Espagne, l'Italie et la France représentent à peu près 90% des marques de mode les plus désirables dans le monde. Donc il était effectivement très important dès le départ de se concentrer sur ces pays. D'un point de vue consommateur, l'Europe est le premier marché dans le monde du e-commerce. Alors c'est toujours étonnant quand on le dit, parce qu'on se dit que l'Europe est fatiguée, mais ça reste le premier marché. Par contre, il est très fragmenté. C'est 27 pays, c'est des technologies de paiement différentes, c'est des mécaniques marketing différentes et les consommateurs n'ont rien à voir. Nous, on a cherché à aller là où il y avait ce qui nous semblait être important en termes de business, et notamment dans les pays dits émergents, donc les pays qui sont encore sous-pénétrés en termes de e-commerce dans le retail. Par exemple ? Par exemple, alors très tôt l'Espagne, l'Italie, mais là c'est par exemple l'Europe de l'Est comme la Pologne ou le Portugal où on fonctionne très bien parce que finalement on s'aperçoit que le e-commerce et notamment nos mécaniques qui proposent à vendre des marques à prix intéressant agissent comme un vrai réseau de distribution dans ces pays-là. A l'inverse, dans les pays matures, c'est plus complexe de pénétrer les pays plus matures parce qu'il y a plus de concurrence et les univers de marques sont assez différents. Donc nous on s'est plutôt concentré, on va dire, dans le sud de l'Europe et dans les pays émergents, Europe de l'Est. On va prochainement, on devrait lancer l'Allemagne d'ici 5-6 mois, mais on a mis beaucoup de temps à aller lancer l'Allemagne parce que pour le coup, c'est un pays qui est à la fois important, on peut faire de la croissance, faire de la rentabilité, c'est compliqué. Donc on a voulu modifier notre modèle pour s'adapter aux consommateurs avant de se lancer là-bas. Donc vous n'avez pas de vue sur d'autres zones géographiques, je pense par exemple à l'Asie ou à l'Amérique latine? On a regardé des choses. Au Brésil, il y a 1 an et demi, on a failli racheter une entreprise. On ne l'a pas fait parce qu'on a estimé que le risque était trop élevé. On a connu une très forte croissance et on est passé en moins de 8 ans de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça nous semblait important d'arriver à stabiliser la société en Europe et de consolider la croissance. On est dans des vrais caps de changement industriel avant d'aller vers d'autres pays qui étaient plus lointains, plus risqués, plus différents. Donc voilà, on a voulu continuer à bien travailler notre cœur de cible, qui est déjà assez important, puisqu'on pense viser le milliard d'ici 4-5 ans sur ce marché-là, avant d'aller sur d'autres horizons. Un dernier mot sur votre stratégie de diversification. Jusqu'à présent, vous étiez quand même le spécialiste de la mode, et puis vous êtes ouvert à d'autres marchés, la décoration, récemment l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à grandir, encore une fois, ou est-ce que la mode reste votre cœur de métier ? Alors, plutôt que d'être un spécialiste de la mode, nous, on est plutôt centré sur une cible qui est la digital woman, hein, les anciennes ménagères de moins de 50 ans, dont ce terme était utilisé par des publicitaires. Donc, on se consacre à ses envies et ses besoins, donc la mode étant effectivement le centre d'intérêt numéro 1. Ensuite, la maison reste un intérêt extrêmement fort chez elle. C'est pour ça qu'on a ouvert, notamment, on s'est beaucoup diversifié dans cet univers-là, en proposant des meubles, des univers de la maison, du linge de maison, qui comptent maintenant comme le deuxième levier de notre activité. Et ce que font parfois vos concurrents, c'est-à-dire des ventes dans le vin ou les voyages, que c'est quelque chose que vous considérez également? Alors le vin, ce n'est pas un secteur que l'on développe parce qu'il est trop loin de notre cible. Par contre, effectivement, on développe beaucoup de champagne. Alors on dit souvent que c'est le vin des femmes, mais c'est effectivement vrai. Donc on a développé beaucoup de champagne. Le voyage, on ne va pas le travailler tout azimut en touchant toutes les cibles. On va se focaliser sur les ventes qui plaisent à notre cible. Donc ça va être des destinations plus familiales, autour de parcs d'attractions, autour de séjours en France. Donc voilà, on essaie toujours de se diversifier, mais en répondant aux besoins de notre cible prioritaire qui est cette fameuse Digital Woman. Merci beaucoup Thierry Petit. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.